Bonsoir à tous. Alors, d'abord, nous vous devons quelques excuses. Vous êtes tellement nombreux que c'est la cause de ce léger retard. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Alors, pour célébrer les 20 ans de la mort du professeur Jérôme Lejeune et de la création de la fondation qui porte son nom, nous avons la chance d'accueillir à Lyon 3 événements majeurs. Le premier, c'est l'exposition Jérôme Lejeune, une découverte pour la vie, qui a lieu à la Maison des Familles, que vous devez connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 52 cours Charlemagne. C'est du 24 novembre au 3 décembre. C'est ouvert dans la journée. Le deuxième événement, c'est le débat de ce soir. Quelle place pour l'homme diminué dans une humanité augmentée? Alors, je ne vais pas vous faire trop de la pub, parce que apparemment vous êtes au courant que ça a lieu. Et le troisième événement, c'est une pièce de théâtre dont je parlerai plus tard, vu qu'il implique M. Hadjadj, ici à ma gauche. Alors, je vais vous présenter. D'abord, je vais vous rappeler très rapidement les horaires. Normalement, on a jusqu'à 22 heures. On avait prévu de faire 1 heure de débat et ensuite une demi-heure de questions de la salle. Vu qu'on a déjà pris du temps, j'espère que le débat de la salle ne sera pas trop rapetissé. Deuxième chose, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Et comme ça, nous pouvons commencer. Alors, je vais présenter très rapidement les 2 intervenants. Je pense que vous les connaissez. Alors, Jean-Marie Leméné. Donc, vous êtes ancien officier de marine. Vous êtes conseiller maître à la Cour des comptes, fondateur et président de la Fondation Lejeune. Depuis 20 ans, vous êtes un acteur reconnu du débat bioéthique en France. Vous animez notamment le site génétique.org. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie pontificale pour la vie et consulteur de l'Académie pontificale pour la santé. Fabrice Hadjadj. Alors, vous êtes philosophe, juif de nom arabe et de confession catholique. Alors, empêcheur de penser en rond, vous êtes l'auteur de nombreux livres et pièces de théâtre. Alors, je vais mettre un accent particulier sur votre dernière œuvre, qui s'appelle Jeanne et les postes humains, qui est jouée à partir de demain au Théâtre de la Solitude, dans la très belle institution des Maristes, au 29 chemin de Montauban. C'est demain, à partir de 20h30, il y aura 4 séances le soir, et la 5e sera dans l'après-midi. Vous pourrez acheter vos places sur place, ou sinon vous irez sur le site de la Fondation Lejeune pour les acheter un peu en avance, moyennant une ristourne fort appréciée. Bon, voilà. Et par ailleurs, vous intervenez fréquemment dans différents médias, dans le Figaro, dans La Vie, dans Panorama, etc. Alors, si je ne me suis pas trompé, si vous voyez rien de spécial à ajouter, je vous propose qu'on commence directement en vous posant la question: qu'est-ce que le transhumanisme? Ils savent pas. Non, mais je peux le faire. Alors, le mot transhumanisme est un mot, enfin, dans son acception moderne, disons, qui apparaît après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très intéressant parce que c'est un mot qui a été forgé, ou plutôt repris dans ce sens moderne, actuel, par Julian Huxley, qui est le frère d'Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Et Julian était lui-même le premier directeur de l'UNESCO. Julian Huxley est un généticien et c'était un eugéniste. Et vous savez que après la Deuxième Guerre mondiale, surtout quand on est directeur de l'UNESCO, il ne faut pas trop dire qu'on est eugéniste. Donc, vous voyez, qu'on veut sélectionner les naissances, qu'on veut faire une humanité purifiée grâce à la pureté de la sélection, disons. Donc, il a inventé ce terme-là. Il n'a pas changé d'idée, hein, même s'il y avait eu le nazisme auparavant. Mais il a simplement inventé un autre terme pour mieux faire passer la pilule. Alors, dans transhumanisme, vous avez le mot humanisme. Et en fait, de l'humanisme, le transhumanisme retient l'idée de progrès. Hein, c'est-à-dire qu'on doit progresser, et d'un progrès qui, d'une certaine façon, est sans limite.
Et comme la planète connaît des limites dans les ressources naturelles, le corps aussi humain connaît des limites. L'idée, c'est de faire aussi, à ce moment-là, d'entrer dans un progrès qui ferait éclater les limites aussi du corps humain. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup, dans cette logique technolibérale, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont très intéressés par justement tous les projets transhumanistes, parce que justement il y a l'idée d'un nouveau gisement, d'un nouveau marché, vous voyez, qui serait l'exploitation vraiment du corps humain et une manière de faire éclater ses limites. Voilà, tout à fait dans la logique de la croissance illimitée d'ailleurs. Mais ça n'est pas un humanisme comme tel, c'est plutôt un post-humanisme, puisque retenant de l'humanisme l'idée de progrès, il y a cette idée quand même que l'humain tel qu'il est donné, disons, depuis le paléolithique supérieur, a un corps à peu près le même. Quand vous avez un enfant, il n'est guère différent, si vous voulez, ou à peu de choses près, dans sa structure corporelle d'un enfant d'homme des cavernes. D'ailleurs, c'est sur ça qui déconcerte même les meilleures familles bourgeoises, voyez, parce qu'ils se retrouvent avec un petit sauvage qui vient tout droit de la préhistoire. Et donc, il y a cette idée que, alors qu'il y a une sorte d'irrésistible ascension des instruments, de la technologie, le corps, lui, est resté le même. Et le projet du transhumanisme, c'est de faire en sorte que le corps humain, que ce soit son génome, que ce soit son cerveau, que ce soit, vous voyez, participe, intègre l'ascension des instruments, et donc que par les biotechnologies, par les neurosciences, par toutes ces technologies qu'on appelle en fait les technologies NBIC, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitique, ces technologies qu'on appelle aussi convergentes, eh bien, on va fabriquer un surhomme. Ouais, alors par des implants cérébraux, que ce soit par la sélection génétique, que ce soit par donc la manipulation génétique, ou alors par la cybernétique en faisant des hybrides hommes-robots. Et certains vont même plus loin puisqu'ils parlent d'essayer d'aller vers des supports non biologiques, c'est-à-dire que, vous voyez, que leur conscience ou que votre intelligence avec votre mémoire, à supposer que ce soit possible, ça on y reviendra, hein. Je ne vais pas tout de suite déflorer le sujet, on laisse un petit peu de suspense. Donc que votre intelligence et votre mémoire puissent être mises sur des, je sais pas moi, sur des zips ou des disques durs, vous voyez, que vous soyez, grâce à cela, directement dans une sorte de serveur informatique, de telle sorte que vous êtes la grosse araignée au milieu de la toile large comme le monde, comme on dit. Voilà. Et donc voilà, en gros, ce qu'on peut appeler le transhumanisme, l'idée qu'on va faire une humanité donc augmentée, ce qui suppose, alors forcément, vous avez compris que on sort de la naissance humaine, on sort du coït qui aboutit à l'apparition d'un être humain, vous voyez, parce que là, c'est pas clair, vous voyez, ça se fait de manière obscure, hasardeuse, par amphimixie, on ne sait pas très bien ce que c'est que ce truc, donc il y a des hasards, il y a des ratés. Non, là, l'idée, c'est qu'on passe aussi, donc, finalement, non pas à une humanité qui va naître, mais à une nouvelle humanité qui va plutôt être produite ou fabriquée. Très bien. Alors, Jean-Marie, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce transhumanisme, parce que là, on a beaucoup parlé d'exploration, de biotechnologie, mais on voit bien la source de l'eugénisme. Est-ce qu'il y a dès à présent des choses dans nos comportements à nous, dans nos sociétés, qui relèvent déjà du transhumanisme? Alors avant de répondre directement à votre question, je voudrais ajouter 2 ou 3 choses à ce que vient de dire Fabrice. On peut aussi parler du transhumanisme en rappelant la filiation du transhumanisme et sa parenté avec l'évolutionnisme, le darwinisme et surtout le néo-darwinisme. C'est-à-dire qu'au fond, en gros, depuis après les Lumières, la vie n'est pas donnée, n'a pas été créée par un Dieu transcendant, mais c'est une matière vivante qui évolue sans cesse vers quelque chose de mieux, grâce au phénomène de la sélection naturelle. Et les formes supérieures procèdent des formes inférieures. Et donc nous avons une parenté biologique tout à fait en ligne avec l'animal.
il n'y a pas de différence de nature entre l'animal et l'homme. Il y a simplement une différence de degré d'organisation. C'est un peu plus complexe chez l'être humain que chez l'animal, mais à peine plus. Et dans cette ligne-là, eh bien, naturellement, le mécanisme de la sélection naturelle fait que l'homme est de mieux en mieux. Et enfin, voilà, l'espèce humaine se caractérise par quand même son exceptionnalité, et elle finit par échapper elle-même au phénomène de la sélection naturelle, puisque il surgit, on ne sait par quel miracle, une sorte de morale chez l'homme qui est un être quand même exceptionnel, même les évolutionnistes le reconnaissent, et à un moment donné, il y a une dimension non biologisante qui fait que, mais oui, l'homme est un animal moral, et il se met à protéger les plus faibles. Cela dit, il rentre dans une culture, et cette culture elle-même prend en quelque sorte le relais de la sélection naturelle, et il va faire une sélection, il va se mettre à faire une sélection artificielle en continuant toujours à progresser et en donnant la place de plus en plus à ces techniques qui se développent. Et au fond, cette sélection artificielle prend la suite de la sélection naturelle dans un processus évolutionniste qui prend ses racines assez loin avec Darwin. Alors je ne dis pas que c'est surtout les néo-darwiniens qui ont pensé ça et qui ont introduit d'ailleurs qui n'ont pas, parce que Darwin avait une dimension morale. Il ne voulait pas faire de l'eugénisme, il voulait que les gens s'entendent bien et qu'on soit solidaire, qu'on soit fraternel. Mais les néo-darwiniens, eux, se sont calés sur une vision toujours plus biologisante de la définition de l'être humain, et les Galton et autres ont développé effectivement, eux, des position typiquement eugéniste en disant que puisque la sélection naturelle devait faire son œuvre et que l'homme était un être exceptionnel et qu'il avait développé la culture, eh bien sa culture devait lui permettre, lui, de poursuivre le phénomène de la sélection naturelle en faisant une sélection artificielle avec un eugénisme politique, une politique d'eugénisme. Donc on trouve, et là on le trouve bien sûr chez les auteurs que Fabrice a cités, en particulier chez Huxley, mais on est là-dedans. Donc effectivement, ce phénomène de l'eugénisme, il prend place, c'est pas la seule technique, mais c'est un des moyens, un des moteurs du transhumanisme. Donc c'est pas très nouveau à la fois. Bon, ce qui est nouveau, ce sont les techniques. La technique est cumulative, comme le disait Jérôme Lejeune, mais la sagesse ne l'est pas. Là, on le voit bien. Alors, et je crois que c'est un instant sur lequel je voudrais m'arrêter. C'est-à-dire qu'on nous présente le transhumanisme, et là je vais venir à la réponse que vous attendez, on nous présente le transhumanisme comme quelque chose d'absolument nouveau. En fait, il y a une permanence dans les positions transhumanistes, post-humanisme, dans l'idéologie, l'idolâtrie du progrès, qui n'est pas du tout récente. Simplement, ce qui est nouveau, c'est que ça va plus vite et que les techniques d'aujourd'hui n'étaient pas celles d'hier et qu'on est toujours surpris. Cela dit, après ça, il faut quand même un peu balayer devant la porte du transhumanisme, parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de mode absolument incroyable, et il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine, il y a forcément un article, voire un dossier, qui est consacré au transhumanisme, avec des inquiétudes et des frissons qu'on se donne à bon compte, à bon marché. Parce que c'est toujours plus facile de frissonner pour quelque chose qui n'arrivera pas ou qui n'arrivera que nos enfants et dans un horizon assez lointain, alors qu'au fond, il y a des choses qui devraient nous faire trembler, aujourd'hui même. Alors, balayons tout de suite, mais il faudrait trouver des critères, mais il est évident que quand on dit « mais oui, mais finalement, on est déjà tous des transhumanistes parce qu'on porte des lunettes, des prothèses auditives, parce qu'on a un pacemaker, parce qu'on a une jambe articulée », tout ça, évidemment, n'est pas du transhumanisme. La volonté du transhumanisme, c'est de changer la nature humaine et de passer à une autre nature. Alors ça, c'est dangereux et c'est très idéologique. Mais il faut vraiment débarrasser, et je pense qu'on peut aussi, parce qu'il y a une sorte de millénarisme, de crainte collective qui est en train de s'emparer aussi du public, en disant mais ça va être horrible. Non, il n'y a pas à avoir peur non plus de la technique, si la technique reste sous la domination de la sagesse. Le problème, c'est qu'on a un peu l'impression que cette technique, elle devient autonome au fond, et que les hommes, ce sont les hommes qui obéissent à la technique et non pas la technique qui est censée obéir à l'homme. Alors, effectivement, à partir du moment où ce phénomène n'est pas nouveau, il s'enracine aussi dans le passé, eh bien, il y a dès aujourd'hui des choses qui s'apparentent aux pierres, aux petites briques à bâtir du transhumanisme,
et sur lesquels on pourrait s'appesantir parce que ce sont déjà des dérives extrêmement dangereuses qui devraient nous inquiéter beaucoup plus que ce qu'on nous promet pour après-demain, pour 2020 ou 2050, et qui n'est absolument pas certain, parce qu'il y a aussi un effet de mode et de surenchère qui est typique de l'emballement médiatique. Et je termine simplement en disant que je suis très frappé de voir les gens qui parlent du transhumanisme. Qui parle du transhumanisme? Parce que, bon, là, on est en train de se dire, mais est-ce qu'il faut se protéger contre le transhumanisme? Qui parle du transhumanisme? C'est trois types de personnages. Il y a les techniciens. Alors moi, j'aime bien les techniciens, mais ils parlent de la technique quand même. Bon. Après ça, il y a les marchands. J'aime bien les marchands, mais bon, ils sont très intéressés par les sous. Et puis, il y a les politiques, au sens large, mais au sens très large et au sens négatif du terme. C'est-à-dire ceux qui ont une propension, surtout aujourd'hui, à l'époque contemporaine, à mentir et à parler beaucoup et à dissimuler leurs pensées et à transposer dans le rêve ce qu'ils ne sont pas capables d'apporter dans la poursuite du bien commun qui devrait être leur quotidien. Alors ils transfèrent, n'est-ce pas, sur la médecine, sur la science, tous les rêves collectifs qui ont été abandonnés parce qu'ils ont déserté le terrain politique ou parce qu'ils ne peuvent plus agir sur le terrain politique. Je crois que c'est ça, surtout. Et donc, je crois que ni les uns ni les autres, ni les techniciens, ni les marchands, ni les politiques à eux seuls ne sont capables aujourd'hui d'avoir la pensée la plus large, la plus vaste, la plus complète, la plus pertinente sur cette évolution du transhumanisme. Donc, chacun prêche pour sa boutique, et au fond, il n'y a que le philosophe qui puisse vraiment répondre à la question. Alors, je vais pas répondre à la place du philosophe, juste pour être très précis. Est-ce que vous considérez que de la sélection d'embryons, c'est déjà du transhumanisme ? On ne va pas en faire un catalogue, mais à partir du moment où c'est de l'eugénisme. Et oui. L'eugénisme est une des pierres à bâtir du transhumanisme. Très bien. Voilà. Une jambe bionique n'est pas du transhumanisme. Quelqu'un qui a perdu sa jambe sur je ne sais pas quoi, et se fait faire une prothèse moderne, ce n'est pas du transhumanisme. Non. Voilà, donc c'était juste pour poser les bornes un peu. Ça, c'est simple, oui. Très bien. Oui, mais quand la performance de la jambe bionique devient supérieure à celle d'une jambe naturelle, c'est là où il y a une question qui se pose. C'est que, moi, quand j'étais petit, je voyais l'homme qui valait 3 milliards. Vous connaissez Steve Austin. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs choses à dire. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marie, mais quand même plusieurs problèmes. D'abord, il y a une chose qui est très juste dans ce qu'a dit Jean-Marie, c'est qu'en fait, c'est toujours un homme diminué qui rêve d'un homme augmenté. Et c'est le type qui n'a pas su s'émerveiller devant le premier venu, donc qui a eu dans une sorte de déficit dans son rapport à la vie, d'émerveillement, dans son rapport à l'être, à l'existence, qui est en train de fantasmer, vous voyez, une sorte de futur en étant un autre homme. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est diminué. L'homme augmenté est un rêve d'un homme diminué. Et comme l'a dit très bien Jean-Marie, les politiques, à commencer par Clinton, qui avait commandé un rapport sur le transhumanisme, qui s'émerveillait de tout cela, sur les technologies NBIC, il y avait eu un grand rapport. On voit bien qu'en fait, oui, les politiques qui n'ont plus de vision, qui n'ont plus de sens du bien commun, qui n'ont plus le sens de l'histoire, se réfugient dans quelque chose qui est post-historique et qui est justement la technologie va assurer le progrès, etc. Bon. Donc, c'est toujours des êtres qui sont frustrés, qui sont, comme dirait Nietzsche, dans le ressentiment et dans l'ingratitude à l'égard du donné de l'existence et de la vie, qui s'inventent, vous voyez, ces futurs. Donc ça, il faut reconnaître que ce sont des hommes diminués qui font ça. D'ailleurs, quand on parle d'intelligence artificielle ou d'augmentation de l'intelligence, en fait, ce sont des gens qui veulent augmenter l'intelligence à partir de ce qu'ils ont compris de l'intelligence. C'est pas l'intelligence comme telle qui va être augmentée, c'est leur manière de concevoir l'intelligence. Et déjà eux-mêmes, ils les concevoir comme une sorte de super calculette d'information. Donc en fait, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle ou l'augmentation se fait à partir de types qui sont assez cons. Vous voyez ? Il faut quand même le reconnaître. Non mais voilà. Donc là où il ne faut pas avoir peur, c'est que le surhomme sera une sorte de super robot plus con que les autres, mais qui pourra faire beaucoup de mal. Ça, c'est certain. Voilà. Donc ça, je veux dire, il faut pas... Sans compter que, à partir du moment où vous adossez la production de l'être humain à la technique,
eh bien, ça veut dire que les êtres produits selon le logique transhumanisme vont être soumis à la même obsolescence que les objets techniques. Vous voyez, vous êtes un transhumain de l'époque de l'iPhone 8, ouais, vous avez été fait ça. Mais puis après, on a trouvé des nouvelles technologies. Quand vous arrivez à l'iPhone 9, vous voyez, on vous dit, ben, vous, le transhumain, vous êtes un petit peu moins bon, quoi, donc on va vous mettre à la casse. C'est pour ça que je dis toujours, les surhommes sont les dinosaures de l'avenir. Bon, alors, maintenant, il y a une chose quand même qu'il faudrait dire. Le darwinisme, oui, encore que, bien sûr qu'il y a cette question, c'est pas l'évolution qui est en cause, hein, c'est l'idée que le principe de l'évolution serait une sorte de bricolage hasardeux, quoi, hein. Et donc forcément, le donné du corps humain ou le fait que la génération, l'engendrement humain se fait par l'union d'un homme et d'une femme, ce serait un procédé bricolé que certains voient déjà du point de vue technique, hein, c'est-à-dire comme un procédé archaïque. Il ne faut jamais oublier que derrière le transhumanisme, il y a toujours cette idée que le donné naturel n'est pas un donné naturel, est déjà une sorte de technique préhumaine. Et on conçoit déjà l'accouplement comme une sorte de technique, et après on dira, mais voyez, donc on va améliorer cette technique qui, elle, est une technique archaïque. Bon. C'est souvent comme ça que c'est pensé, c'est-à-dire à partir d'une vision techniciste déjà de la nature. Et ça, c'est un vrai problème. Mais je voudrais quand même rappeler une chose, que ce phénomène-là arrive aussi pas simplement à cause de la technoscience, etc., mais aussi à cause d'une anthropologie dualiste qui a été portée longtemps par des gens d'Église. Ce n'est pas la doctrine de l'Église. Mais à partir du moment où on a défini l'homme comme se spécifiant par son intelligence ou par sa conscience, et que la question du corps humain n'a pas fait partie de sa définition, que l'animalité même de l'homme ne fait pas partie, vous voyez, de son humanité, mais qu'il a une telle humanité, la station debout, le visage, la facialisation, les mains, tout ça. À partir du moment où on dit, ben ça c'est secondaire, parce que ce qui est l'homme, vous voyez, c'est sa raison, c'est son intelligence. Qu'est-ce que font les transhumanistes? Ils vous disent, ben oui, c'est la raison. Donc le corps n'est qu'un matériau de cette raison et pourrait passer à autre chose qui est peut-être plus adapté à notre raison. Vous comprenez? Donc il ne faut pas oublier que ceux qui sont responsables, ce sont aussi des spiritualistes. Hein, ce n'est pas simplement les matérialistes darwiniens. Et je pense même qu'on pourrait défendre une position matérialiste anti-transhumaniste. Donc, vous trouverez par exemple des écologistes qui croient davantage aux données de la nature, au respect des rythmes naturels, etc., et qui vont dire bah non, on ne va pas faire ça, parce que c'est un truc de fou. Donc faisons attention le mal est sorti de chez nous, comme les antichrists, d'après Saint Jean. Et que c'est une forme de spiritualisme qui est à l'origine de cette, à mon avis, aussi de cette production. C'est-à-dire qu'on paye aussi cette vision où l'homme a été défini d'abord à partir de sa raison. Parce qu'on l'a voulu l'opposer à l'animal. Mais si on a une définition plus juste, d'abord, si on doit le définir par exemple dans le règne des esprits, on doit dire que ce qui spécifie l'homme, c'est pas son esprit par rapport aux anges, c'est sa chair. Et donc la question, c'est qu'est-ce que c'est que la chair de l'homme? Est-ce qu'on peut penser à partir de sa chair, à partir de son corps? C'est pour ça qu'il y a une sorte de révolution anthropologique qui se fait même parmi les chrétiens, je veux dire, même parmi les grands théologiens chrétiens. On n'a jamais vu autant de penseurs catholiques de la sexualité, de la chair, et on se retrouve dans une situation de combat à front renversé où c'est l'Église qui est dépositaire de l'esprit qui défend la chair, le sexe, la matière donnée par la nature. Donc il ne faut pas oublier quand même qu'il y a ce fond de spiritualisme qui, à mon avis, est aussi responsable du passage au transhumanisme. Alors, vous avez dit tout à l'heure, la technique devient autonome. Vous dites qu'il y a peut-être du spiritualisme aussi derrière. Moi, ce que j'ai l'impression, néanmoins, c'est... Il y a quand même une volonté de changer la nature humaine, ce que vous avez dit. Il faut changer la nature humaine, sortir du donné naturel. Quand j'entends certains personnages politiques plus ou moins récents parler aussi de dire que les filles, les garçons, c'est pas tout à fait pareil, ça ressort aussi d'une volonté idéologique plus profonde. Il n'y a pas que simplement des gens qui veulent passer de l'iPhone 8 à l'iPhone 9 sur nos corps. Est-ce que ça ressort de quoi? D'une désespérance de notre humanité? Il n'y a plus d'avenir? Ou c'est quelque chose, une idéologie porteuse qui est multifacette, qui est en train de se développer là? Je crois que, comme le disait Fabrice, il y a aussi, pour résumer peut-être, c'est aussi une sorte d'eschatologie, au fond.
qui tente de combler le vide qu'il y a entre ce développement des techniques très rapides et puis notre aspiration au bonheur et le droit au bonheur, l'idéologie du bonheur, l'impérialisme du bonheur, le bonheur obligatoire. Il fait partie aussi de tout ce corpus. Alors on essaie de le trouver comme on peut, dans l'hédonisme, dans le matérialisme, dans l'utilitarisme, c'est-à-dire l'exploitation au maximum de la société pour produire du bien-être. Je crois que c'est aussi tout ça qui est un moteur. Les causes sont multiples. Elles sont très enchevêtrées. Alors, bon, on fantasme sur le transhumanisme à partir d'idées simples qui ne sont pas forcément les plus dangereuses. Et en réalité, il y a une pensée qui est plus perverse sur le fond et qui poursuit cette division de l'homme entre le corps et l'esprit. Ce qui est grave, je trouve, c'est que on s'en accommode assez bien, au fond, et que là, je rejoins la question de l'autonomie des techniques que vous évoquez. Et moi, je suis très surpris de voir que il y a des différences de génération qui font que, même assez brèves, sur des durées assez courtes, qui font que les questions que certaines générations se posent ne sont plus posées par d'autres générations. J'en ai fait l'expérience dans certaines écoles où j'ai fait des conférences. Et au fond, l'étonnement dont je faisais part, ou l'indignation qui transparaissait de mes propos, n'était pas du tout perçue par mes auditeurs de la même manière. Ils disaient, ben, au fond, on comprend très bien ce que vous voulez dire, mais nous, ça ne nous émeut pas du tout. Ça ne nous embête pas du tout que la société décide un jour que, à partir de 75 ans, avec telle et telle pathologie, eh bien, on ne réparera plus la personne, on ne la soignera plus, et puis l'État pourra décider de manière conventionnelle et non obligatoire, mais parfaitement consentie et démocratique, de mettre un terme à ce type d'existence. Et la même chose avant la naissance. Donc, en fait, ce sont des choses qui sont maintenant très intégrées dans l'esprit des jeunes, enfin des jeunes, de certains jeunes, ou même dans certaines écoles, et même de certaines grandes écoles. Et là, je crois que ça veut dire que nous avons, à cet égard, une responsabilité importante, parce que s'il y a des garde-fous à mettre en place, ou s'il y a des choses à expliquer, des choses à dire, il faut le faire maintenant, parce que ça va très très vite. Et les jeunes qui sont à Polytechnique aujourd'hui, et ceux qui, dans 15 ans, dirigeront le pays et imposeront, par des voies plus ou moins démocratiques, un certain nombre de changements qui sont déjà très largement amorcés. Et ça me paraît plus grave que de savoir si on aura un œil ou une oreille, un œil qui verra mieux ou une oreille qui entendra plus. Et il y a une espèce de culture, et encore une fois, de mode culturel aussi, mais on est très imprégné par les phénomènes de mode. Alors, sur l'intelligence artificielle, on en a dit un mot, mais on peut peut-être en reparler, parce que c'est vrai qu'au fond, quand on parle avec... beaucoup de gens considèrent aussi qu'on n'est pas menacé quotidiennement par les bras et la robotique. Mais en revanche, sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que là, il y a une inquiétude. Et peut-être faut-il aussi parler de ce qui fait vraiment la nature de l'intelligence. C'est très difficile. Fabrice a évoqué une définition de l'intelligence. Enfin, les exemples qu'on prend toujours, c'est de dire, ben voilà, la machine, vous le savez, l'ordinateur a gagné une fois contre Kasparov aux échecs. Donc le joueur d'échecs, le champion du monde, a été vaincu par l'ordinateur. Donc vous voyez bien que l'ordinateur est supérieur à l'homme. Bon, ce qu'on oublie de dire, c'est que l'ordinateur, il a été fabriqué par qui ? C'est fabriqué par des hommes. Donc ce sont des hommes qui ont vaincu Kasparov par le truchement d'ordinateur. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui... Et l'ordinateur ne joue pas aux échecs. Il n'a pas tout... Il n'y a rien du plaisir du jeu, du rapport aux pièces. Non, mais c'est vrai, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est deux choses complètement différentes. Excuse-moi. Non, tu m'as coupé dans mes... non, pas du tout, mais... Tu as été vaincu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va très loin, parce que les applications, Kasparov, et c'est une application ludique, mais les applications dans le domaine médical, par exemple, sont plutôt bien, pour certaines d'entre elles, sont peut-être bien perçues aussi par
par le public. Or, on peut tout à fait imaginer, et d'ailleurs c'est déjà imaginé, qu'avec les big data, toutes les informations qui seront cumulées, compressées grâce aux différents capteurs qui sont déjà en place, mais qui vont se multiplier, permettront de délivrer des diagnostics, non seulement de maladies, mais de prédisposition à. Et donc, c'est vrai que ça va modifier aussi complètement la pratique de l'art médical. Et ça va nous être présenté comme quelque chose de plutôt bien. Et je crois que là, il y a aussi à redéfinir peut-être quel est le sens et le rôle de la médecine. Et puis, j'entendais il n'y a pas très longtemps en radio classique Jean-Pierre Changeux qui était interrogé. Moi, il y a toute sa définition de l'intelligence neuronale qu'il a développée et qui, au fond, permet d'expliquer aussi beaucoup des sensations, du plaisir, du bonheur, de la sexualité, la dimension purement biologique et neuronale de l'intelligence s'accommode assez bien de ces évolutions en cours. Et ça, nous en sommes très imprégnés. Changeux, ça fait 30 ans qu'il écrit. Donc on est déjà dans cette vision complètement biologisante. Et là, il faut peut-être dire quelque chose aussi aux jeunes à cet égard. Alors Fabrice, sur l'autonomie, vous vouliez... Oui, il y a plusieurs choses. Mais je voudrais juste dire sur la question d'abord du symptôme. Déjà que quelqu'un croit en l'intelligence artificielle est quand même l'indice que déjà on ne sait plus ce qu'est l'intelligence. Donc c'est déjà un symptôme grave. Ça, faut bien comprendre. L'idée même que l'intelligence puisse être une faculté de calcul, de domination, de maîtrise, des choses, c'est déjà une réduction terrible, parce que le propre de l'intelligence, c'est de s'ouvrir à l'autre en tant qu'autre et de manière gratuite. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les manières de penser le développement de l'intelligence humaine à travers, comme le fait Jean-Pierre Changeux, l'avantage sélectif. Vous savez, cette idée que finalement, le cerveau c'est un avantage sélectif pour l'espèce éventuellement ou pour l'individu. Franchement, la contemplation n'est pas du tout un avantage sélectif. Comme le disait Henri Michaud, le contemplatif, quand il est dans l'eau, il est tellement émerveillé par la scintillation de l'eau et par son enveloppement qu'il en oublie de nager. Et croire vraiment que l'intelligence est de l'ordre de l'avantage sélectif, c'est déjà une réduction utilitariste, compétitive, vous voyez, de ce qu'est l'intelligence comme telle. Et c'est vraiment la ruiner dans son évidence contemplative, puisque le propre de l'homme, justement, c'est de pouvoir s'intéresser à la sexualité des mouches ou à la reproduction du petit pois. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est là-dessus que s'est fondée la science génétique. Mais par un religieux, Gregor Mendel. Donc n'oubliez pas, il s'est un passionné pour les petits pois, quoi. Et bon. Alors, il faisait les louanges de Dieu, puis après il s'occupait de la reproduction du petit pois. Et bon. Et ça, bon. Alors, je voudrais revenir sur cette question de l'autonomie de la technique. Vous avez deux écoles. Vous avez une école, je ne pense pas que ce soit celle de Jean-Marie, même si ça pouvait laisser entendre, qui dirait que la technique est purement instrumentale. Ce sont des instruments et il suffit d'en faire bon usage. Ils ne sont pas moralement avec une intention en allant dans une direction. Il faut faire bon usage de ces instruments. Vous avez des tablettes électroniques. Vous pouvez faire bon usage de la tablette comme cela arrive à des fondateurs de communautés religieuses, dont je tairai le nom. Mais de l'autre côté, en face, vous avez les théoriciens de l'autonomie complète de la technique. Par exemple, alors la première, la vision instrumentale, a prévalu longtemps dans l'Église. Et je pense qu'on en est encore là. Et je pense que ça va causer certaines difficultés. De l'autre côté, vous avez des personnes comme Jacques Ellul, un grand penseur de la technique, protestant, un des maîtres d'ailleurs de Jean-Claude Guilbeault, qui, lui, a essayé de théoriser une autonomisation
de la technique. On a l'impression, par exemple, que la progression ou le progrès des objets techniques n'obéit absolument plus à n'importe quelle injonction morale, de telle sorte que les comités d'éthique sont des comités de cosmétique, si vous voulez, où l'on essaye de voiler par des bons propos, des bonnes paroles, des vœux pieux, vous voyez, des phénomènes de toute façon qui se font presque automatiquement. On n'arrête pas le progrès. Et alors vous avez des gens qui disent de toute façon, on ne peut rien faire contre, donc il faut emboîter le pas. Vous voyez, bon. Alors vous voyez bien que les deux sont très problématiques parce que d'un côté, on a l'impression que non, ça va tout seul, il suffira d'un peu de bonne volonté et c'est bon. Puis de l'autre côté, vous avez une sorte même chez des gens de bonne volonté ou qui voudraient se méfier de ce phénomène-là, qui disent de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Demain, on fera des hommes augmentés. Si la Chine commence à faire des hommes augmentés, que nous, on reste des hommes, vous vous rendez compte, on va se faire écraser par les Chinois. Donc, il faut le faire, nous aussi, etc. Bon, vous connaissez d'autres. Donc, instrumentalité, et de l'autre côté, autonomie du domaine de la technique. Alors, je pense que si on va avoir une juste vision, il faut dire, la première chose, c'est que il est certain qu'un être humain n'est pas un ange. C'est-à-dire qu'il ne domine pas entièrement les instruments matériels. Il est conditionné par l'environnement matériel. Nous ne sommes pas au-dessus, vous voyez, de telle sorte qu'on est toujours pris par une société, par des choses, et donc il faut en être conscient. Nous n'avons pas la responsabilité ou la souveraineté qui nous permettrait de faire bon usage comme ça par la simple affirmation de notre liberté. Nous sommes des êtres sociaux et nous sommes des êtres corporels, donc nous sommes pris dans des choses de telle sorte que le combat doit être un combat difficile puisqu'on est déjà entraîné par notre corps, parce que les objets techniques conditionnent notre perception du monde, et puis aussi parce que nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire que la question est une question sociale, pas simplement individuelle. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'un instrument est toujours plus qu'un instrument. Vous connaissez la grande parole de Marshall McLuhan dans son grand livre « Comprendre les médias ». Hein. Il dit « The medium is the message », donc le médium est le message. C'est-à-dire qu'un médium n'est pas qu'un support neutre. Il va toujours formater le message, et même il va avoir tendance à nous faire croire qu'il n'y a que des messages, voire même que tout n'est qu'information. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Et par exemple, ce qui vous montre déjà le passage vers une sorte de post-humanité, c'est le changement de conditionnement que nous avons, par exemple, par rapport au support. Le support n'est pas neutre, nous fait voir les choses autrement. Est-ce que c'est la même chose que d'être face à un livre et face à un écran ? Or, vous savez que juste une petite remarque, en 2010, le journaliste américain Nick Bolton a demandé à Steve Jobs si ses enfants aimaient l'iPad. Et Steve Jobs a répondu, ils n'en ont jamais utilisé. Et écoutez sa réponse, à la maison, nous limitons l'utilisation des gadgets électroniques. C'est intéressant que lui qui présente l'iPad, ou les publicités, vous voyez, qui nous présentent l'iPad comme la grande révolution humaine, de l'ouverture à la connaissance, etc., ait répondu en disant que ça n'était qu'un gadget électronique. Bon, alors je ferme la parenthèse. Est-ce que tu permets de la prolonger juste un instant ? C'est que je crois que dans Orwell, ceux qui avaient le droit d'éteindre les écrans, c'était les membres du parti. Bien sûr. Autrement dit, ce sont les privilégiés, comme Steve Jobs, qui ont le droit d'éteindre l'écran pour leurs enfants qu'ils protègent. Par contre, le peuple vulgaire, lui, n'a pas les moyens d'éteindre l'écran. Et c'est exactement ce qu'on voit. Et Orwell, je pense, c'était celui qui avait le plus vu, en tout cas, ce qu'on est en train de vivre. Et si pour aller dans son sens, on sait que les dirigeants de la Silicon Valley envoient leurs enfants dans les instituts Waldorf, qui sont des écoles déconnectées, où on fait surtout du travail manuel, de l'éducation physique, à côté des cours, où on apprend des choses dans des encyclopédies poussiéreuses qui sont sur des étagères. Donc vous voyez, c'est très intéressant, parce que ça, vous pouvez regarder, il y a des articles là-dessus. La seule chose qui est aussi très intéressante, c'est que ces écoles Waldorf sont dirigées, sont des écoles Steiner, Rudolf Steiner, c'est-à-dire qu'elles sont liées à l'anthroposophie aussi, et qu'en fait, il y a aussi donc, vous voyez, des formes de spiritualité bizarre derrière. Mais bon, on ne va pas entrer là dans une enquête là-dessus, mais ce que je veux vous dire, c'est quelle est la différence entre un livre et un écran ? On a vu que, vous voyez, un livre, en gros, un livre développe la pensée causale.
Pourquoi? Parce que quand vous écrivez dans un livre, vous avez une écriture qui est linéaire, qui se déploie à travers le temps, et vous avez un avant et un après. Vous devez classer les choses du monde selon l'avant et l'après. Qu'est-ce que je vais mettre avant? Qu'est-ce que je vais mettre après? Donc je suis obligé d'entrer dans une syntaxe et penser l'avant et l'après selon des ordres qui vont aussi être des rapports de causalité. Ceci vient parce que cela, voyez. Donc, vous voyez, je vais penser à travers la syntaxe, et je vais même faire ce qu'on appelle des hypotaxes, c'est-à-dire que je vais mettre de l'ordre avec un principe qui sera au-dessus du reste. Voilà. Donc ça développe la pensée causale, et en plus le livre est dans un mode qui est celui du legere, de la lecture, c'est-à-dire du recueillement. Hein, on recueille quelque chose, on se concentre sur un livre. On sait que, bien sûr qu'on peut lire sur un écran, hein, je suis d'accord, mais l'écran n'est pas fait pour lire, on le sait très bien. Pas simplement parce que sa lumière nous gêne et qu'on ne peut pas lire longtemps, mais aussi parce que c'est un mode souvent de défilement, donc on lit en diagonale, mais surtout parce que l'écran est là pour donner des images, pas pour lire des textes. Et qu'est-ce qui se passe avec l'écran? On sait qu'il nuit à la concentration, on n'est pas dans le recueillement. Pourquoi? Parce qu'on a fait des études sur la manière qu'on avait de lire des textes, faire des recherches sur les écrans. On s'est rendu compte qu'au lieu d'être dans le recueillement, par exemple d'une phrase, hein, vous avez quelque chose. En fait, comme vous avez une charge d'information très très grande sur les écrans, vous pouvez aller n'importe où, surfer sur n'importe quoi, eh bien le procédé n'est pas du tout le recueillement, mais l'écrémage. Au contraire, on essaye d'aller à l'information pertinente. Donc on lit en diagonale, et on n'est que dans un rapport informatif. Hein. Donc forcément, ce n'est pas un poème que vous allez lire, hein. C'est vraiment cueillir l'information. Et à partir de là, donc déjà, ce n'est plus de la lecture au sens de léguer, recueillir. C'est autre chose qu'une lecture. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on n'est plus dans une pensée, donc on ne va pas vers la pensée causale, mais vers ce qu'on pourrait appeler une vision fractale. Pourquoi? Parce que l'écran est fait pour avoir des images, et pour avoir même des images juxtaposées. Donc on n'est plus dans une syntaxe, on est dans une parataxe, hein, la juxtaposition des choses. Et vous le voyez déjà dans un journal télévisé aujourd'hui. Enfin, vous savez, dans les chaînes info, vous avez un animateur qui vous dit un truc, qui vous dit que c'est une grande nouvelle, mais en fait, en même temps, vous savez que ce n'est pas une si grande nouvelle, parce que vous avez une seconde nouvelle qui passe sous l'écran, avec bien sûr toujours ce qui est la nouvelle décisive, c'est-à-dire le CAC 40 et le Dow Jones, en plus, avec l'horaire, avec des choses, vous voyez, bon, on sait. Et vous remarquez d'ailleurs que les pages des journaux sont de plus en plus composées comme ça. C'est-à-dire, vous n'avez jamais plus vous avez une page avec un texte. Ça n'existe pas, les journaux. Vous avez la texte, vous avez une photo, vous avez un encart, vous avez un deuxième encart, vous avez un petit truc. Il faut que ça marche. Vous savez, c'est fait sur le modèle de l'écran qui vous balance beaucoup d'informations en même temps. Et donc, à cause de ça, vous avez des jeunes qui sont capables de faire très rapidement des associations d'images, des associations d'idées, mais qui ne sont plus capables de les articuler entre elles. Vous avez une sorte de dextérité dans l'association, mais dans l'articulation et dans la pensée, ça devient très difficile. Et c'est pour ça qu'on a des personnes qui sont très fragilisées dans leur capacité critique, ça c'est certain. Qui croient tout le temps critiquer parce qu'ils suivent le premier comique venu, mais en réalité, qui n'ont pas la capacité de se recueillir et de prendre du recul pour penser les choses. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'un moyen. Le moyen induit une perception du monde, induit une manière aussi de procéder pour notre esprit, et donc l'influence radicalement. Donc il faut avoir compris cela pour comprendre qu'il ne s'agit pas de dire on a des moyens et puis on s'en sert, il faut en faire bon usage. Il faut comprendre que ce ne sont pas que des purs instruments, ce n'est pas non plus complètement autonome, mais il faut comprendre que le médium induit certaines choses et il faut en être conscient pour pouvoir y résister. Alors, Jean-Marie, vous voulez peut-être évoquer quelques exemples? Si. Non, je voudrais qu'on parle, parce que le temps ne fait que passer. Il ne sait faire que ça, d'ailleurs. Et je voudrais qu'on parle de la trisomie 21, parce que c'est un sujet qu'on a en commun avec Fabrice. Et je voudrais donner des exemples de visions transhumanistes qui nous concernent directement et qui... Enfin, montrer des exemples où nous sommes victimes d'une forme de désarmement moral, en fait, et où nous nous retrouvons dans une impasse.
et on voit que là, le transhumanisme, c'est pas demain qui va nous faire peur, c'est aujourd'hui qui devrait nous préoccuper. Donc il faut arrêter d'avoir peur pour demain, mais travailler aujourd'hui. Je prends l'exemple de cette découverte extraordinaire, récente, mais qui commence à devenir très connue, du diagnostic génétique que l'on peut faire à partir du sang de la maman enceinte, et qui va révolutionner complètement le diagnostic anténatal. C'est-à-dire qu'on ne sera plus obligé de faire une amyosynthèse pour les recueillir, les chromosomes et le patrimoine génétique de l'enfant à naître, ce qui était une opération invasive, avec des risques de fausse couche liés au geste de la myosynthèse. Mais à travers le sang de la maman, son sang circulant, donc à partir d'un prélèvement non invasif, on va pouvoir avoir accès à l'ensemble du génome. Alors, on commence par développer cette... Moi, j'ai rien contre cette technique, qui est formidable, parce qu'on voit dans le sang de la maman des traces du génome de l'enfant qu'elle porte, c'est très beau. Et c'est une très belle découverte. Mais en même temps, on commence à faire une application de cela pour la trisomie 21, et on va poursuivre avec la trisomie 21 un raffinement de diagnostic et de dépistage qui a commencé déjà depuis fort longtemps et qui est extrêmement efficace, puisque vous savez que c'est une population qui a quasiment disparu, et en tout cas que un bon nombre de techniciens et de scientifiques considèrent comme ayant disparu, pour lesquels il ne faut plus faire de recherche. Donc cette découverte va être mise à profit pour la trisomie 21, et le gouvernement a choisi de demander au comité d'éthique ce qu'il en pensait. Et c'est là où je veux en venir. La décision du comité d'éthique est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que dans un premier temps, le comité d'éthique dit: le dépistage nouveau, le diagnostic nouveau de la trisomie 21 à partir du prélèvement non invasif et du sang de la mère enceinte ne pose aucun problème pour la trisomie 21. Aucun. Aucun, pourquoi ? Parce qu'on le fait déjà. Et donc on a déjà accepté le principe de la transgression et le principe d'éliminer cette population frappée d'une sorte de fatalisme, de mauvais sort génétique. Donc on l'a accepté, donc bon, ne remettons pas en cause ce qu'on a déjà accepté, ça ne pose pas de problème. Vous voyez déjà le niveau de la réflexion du comité d'éthique. C'est-à-dire, en gros, on fait déjà quelque chose de mal, mais si on fait quelque chose d'encore plus mal, eh ben, voilà, c'est pas plus mal que si c'était pire. Donc c'est... En revanche, la deuxième partie de l'avis du comité d'éthique est intéressante, parce qu'ils disent, mais attention, mais alors pour demain, ça va être terrible. Parce que demain, on va pouvoir diagnostiquer non seulement la trisomie 21, mais ça, on s'en fiche, mais tout le reste. Et alors demain, ça va être terrible, parce qu'on va diagnostiquer des pathologies de manière beaucoup plus simple et facile. Et vous voyez cette manière, en fait, de présenter un problème en acceptant, au fond, déjà une situation sur laquelle on a cédé, on a lâché, on n'a pas été courageux, et en même temps de montrer une sorte de fantasme d'avenir contre lequel on sera totalement désarmé, puisque si on n'a pas été courageux aujourd'hui sur la trisomie, je ne vois pas pourquoi on le serait demain sur le spina bifida ou je ne sais quelle pathologie qu'on pourra dépister, diagnostiquer à la vitesse de la lumière. Bon. Premier exemple. Là, vous voyez, il y a quelque chose à dire. Quand le comité d'éthique réagit comme ça, c'est typiquement une réaction dangereuse pour l'avenir. L'autre exemple que je voudrais donner, très récent aussi, mais que vous avez sans doute remarqué dans la presse il n'y a pas si longtemps, et qui conduit aussi une forme de désarmement. On est pris à contre-pied. La Fondation Jérôme Lejeune, avec d'autres associations, a produit une petite vidéo qui s'appelle Dear Future Mom, qui est très jolie, vous l'avez tous vue, pour beaucoup d'entre vous, qui allait circuler 5,7 millions fois dans le monde. Considérable. C'était certains jours la vidéo qui a été le plus vue dans le monde. Certains jours, il y a eu des pics où elle était la plus vue dans le monde. Donc vraiment, un truc fabuleux. Ça n'a pas été au point de la sœur Christina sur la chaîne du Berlusconi, mais c'est pas loin. Mais elle, c'est en cumulé, je sais pas. Enfin, nous, c'était quelquefois, elle faisait des pics, voilà. Et donc cette vidéo elle avait été vraiment bien travaillée avec un publicitaire italien, Saatchi, vraiment, c'était bien fait. Je dis ça d'autant plus facilement qu'on y a participé, mais on n'était pas les seuls. Et vraiment, c'était une œuvre européenne, plusieurs pays européens. Cette vidéo a été vue, elle a été passée également sur certaines chaînes de télévision. Et puis tout d'un coup, au mois de juillet, on a eu un oukase du CSA qui a dit « Mais attendez, ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout, parce qu'on n'a pas le droit. » Ah ben non, il ne faut pas passer des vidéos qui montrent que les enfants trisomiques sont heureux. Parce que Dear Future Mom, le message, c'était des adultes, enfin des jeunes adultes trisomiques qui disaient à leur maman, rétrospectivement,
eh bien, nous sommes heureux de vivre. Voilà, c'était ça le message. C'était pas compliqué, ça. Donc c'était à la fois très malin, parce que c'était à la fois le message à sa propre maman, donc une sorte de vision rétrospective. Maman, merci de m'avoir permis de vivre. Et puis c'était aussi un message prospectif pour toutes les autres futurs moments éventuels. Mais il n'y avait pas un mot sur l'avortement, ni rien, ni sur le dépistage. C'était assez malin, assez fin. Pas une seule fois, on nous a fait la remarque d'une polémique sous-jacente. Rien. Le Premier ministre italien l'a tweeté, ça a été montré à l'ONU. Elle a eu des prix à Cannes, cette vidéo, si vous voulez. Alors, c'est pas l'escalier sur les marches et le tapis rouge, mais après Cannes, il y a Cannes encore. C'est les prix pour les publicités, les vidéos, machin. Bon. Donc, vraiment très belle. Eh bien, le CSA n'a rien trouvé de mieux que de dire qu'au fond, cette vidéo n'était pas pertinente, qu'on ne devait pas la montrer, parce qu'au fond, il ne faut pas montrer que des trisomiques puissent être vivants, au motif que des femmes ayant avorté pourraient être choquées. Alors, le raisonnement est extrêmement grave. Et quand on sait comment ça s'est passé, parce qu'au fond, il nous a dit, mais il y a des plaintes. Il y a eu des plaintes. Alors, il y avait des sacs de courriers de plaintes, mais pas du tout. Il n'y a eu aucune plainte. Simplement, ce qu'on sait, c'est qu'à l'intérieur du CSA, il y a eu une petite polémique entre les membres du CSA, et je pense qu'un certain nombre de personnes, je sais qu'un certain nombre de personnes dont le nom me tient sur les doigts d'une seule main, a dit non, c'est pas possible de passer ça, parce que ça pourrait donner mauvaise conscience à des personnes qui ont fait un autre choix, c'est-à-dire le choix d'avortement. C'est-à-dire que deux femmes qui ont avorté, ou pour lesquelles ça représentait quelque chose, ont imposé finalement une façon de voir cette publicité qui est quasiment totalitaire. Parce que ça veut dire que le droit de l'avortement, en l'occurrence, est supérieur à la liberté d'expression des personnes trisomiques adultes. Donc on n'est même plus dans le conflit de droit dont on nous a parlé il y a quelques années entre le choix de la mère de garder, de ne pas garder, le choix de la mère et de l'embryon. Bon, ok, on a entendu ça déjà, très bien. Mais là, c'est plus ça. C'est des trisomiques adultes qui parlent, mais qui n'ont plus le droit de parler. Et on se demande de quel droit, sur quelle base on peut obtenir qu'une fraction de la population, fût-elle porteuse d'un chromosome supplémentaire, soit interdite de parole pour complaire aux défenseurs au nombre de 2 du droit de l'avortement au CSA. Très bien, alors je crois que Fabrice voulait intervenir là-dessus. Ensuite, je poserai une dernière question et nous passerons aux questions de la salle pour pouvoir faire finir à 22h comme prévu. Oui, je voudrais finir quand même sur cette question le fait même qu'on parle de trisomie 21. Puisqu'on est là aussi réunis pour cet anniversaire autour du professeur Lejeune, et puis aussi donc finalement de quelque chose qui pour moi est très très problématique. Grand scientifique, grand généticien, le professeur Lejeune découvre la cause de ce qu'on appelait le syndrome de Down, et on a utilisé le terme mongolisme sur des traits apparents. Et après, on a dit, mais non, en fait, c'est une maladie qui a une origine chromosomique, il y a un chromosome supplémentaire, etc. Et ce qui est tragique dans l'histoire du professeur Lejeune, c'est qu'il est dans les meilleures intentions, il découvre ça et il veut soigner. Et ça, c'est une vraie question aussi, c'est-à-dire quel est le statut de ce handicap? Est-ce que c'est à proprement parler une maladie? Est-ce que c'est une infirmité? Et parce qu'il y a aussi cet aspect, et tout le monde l'a expérimenté, en tout cas ceux qui ont fréquenté des personnes atteintes de trisomie, c'est aussi un don pour l'humanité, hein, d'avoir comme s'il y avait des êtres justement qui avaient leur place et leur différence. Hein. Ce qu'il faudrait, par exemple, si on trouvait une thérapie, parce que c'est une question qu'il faudrait poser même à la Fondation Lejeune, hein. Je suis désolé d'être un peu polémique, mais je vais dire deux choses. Si on a une thérapie pour empêcher absolument la trisomie, c'est aussi une manière, par exemple, une thérapie génique, ce serait une manière de les faire disparaître. Est-ce que la question, est-ce qu'il faut cette disparition? C'est la première question. Et puis la deuxième question, qui est aussi très, très radicale, c'est que, vous voyez, qu'on ose parler de trisomie 21. Pour moi, c'est un vrai problème. C'est comme si, vous voyez, vous avez une fille devant vous et vous dites ouais, c'est une XX.
Un homme, c'est un XY. Non, quand c'est une femme, quoi. Enfin, femme, c'est pas XX, c'est... Enfin, sauf si vous entendez XX dans un autre sens, mais enfin bon, vous voyez, ce que je veux dire, c'est le fait qu'au lieu de voir ce que l'on voit, on cherche le génome, la pureté du génome, c'est-à-dire que nous suivons cette primauté du génétique dans le monde, de telle sorte qu'on est dans un aveuglement méthodique, et au lieu de voir un visage, le visage de cet enfant, qui est peut-être atteint de trisomie 21, mais qui est le visage d'un enfant d'abord, un visage qui est bouleversant, avec sa joie de vivre, avec sa joie... On dit c'est un trisomique 21. Donc en fait, au lieu de voir ce qu'on voit, au lieu de vivre ce qu'on vit, on est derrière, vous voyez, une lecture qui est de ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire d'un génome. De telle sorte qu'au lieu de voir ce qu'il nous est donné de voir, vous voyez, cette perte des apparences, cette perte du visible, au nom d'un tout génétique. Et ça, pour moi, c'est vraiment problématique. À tel point que j'ai dit à Jean-Marie, je me demande si finalement le terme mongolisme n'était peut-être pas plus juste, parce qu'au moins quand on dit mongolisme, on voit quelque chose. On dit, bon voilà, vous avez un enfant, c'est incroyable, vous êtes d'une bonne famille française, et voilà qu'il y a un descendant de Gengis Khan dans votre famille. Vous voyez, bon, c'est extraordinaire, c'est l'événement de la naissance, parce que j'ai toujours dit que la naissance d'un enfant trisomique était emblématique de toute naissance, comme événement qui dépasse nos programmations. J'ai toujours pensé ça. Et j'ai comparé ça à l'existence des Juifs. Un Juif doit naître d'une femme, d'une mère. On ne peut pas le fabriquer génétiquement. C'est une question, on m'a dit, tiens, ça pourrait faire une blague de Woody Allen, un Juif peut-il sortir d'un incubateur? Mais en fait, non, non, justement. Justement, non. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que il y a ce problème du tout génétique, c'est-à-dire qu'au lieu de voir les apparences, de voir ce que l'on voit, vous voyez, on est dans ce monde clivé qui apparaît avec la science galiléenne déjà, mais où on pense que la vérité des choses, c'est le code génétique, et que c'est la pureté du code génétique. Et ça, vous voyez, c'est là où vous voyez que ce n'est pas qu'une question d'éthique. Parce que si vous avez cette vision du tout génétique, vous pouvez faire la meilleure éthique du monde, vous direz, non, il faut des bons codes. Un bon code génétique. La question, c'est aussi, avant même l'éthique, c'est la vision qu'on a du monde. Et le fait qu'on on ne voit plus ce que l'on voit. C'est ça qui est gravissime, par nos écrans, par la réduction des choses à leurs éléments. C'est pour ça que Jim Thomas, quelqu'un qui s'occupe d'une ONG contre le transhumanisme, dit les technologies NBIC, on devrait les appeler des technologies Bang, c'est-à-dire où tout est réduit à des éléments, c'est-à-dire bits, atomes, neurones et gènes. Donc au lieu de voir les formes, on ne voit plus que des éléments, et dès que vous réduisez à des éléments, vous avez vous voulez avoir tous les éléments qui sont les bons, et puis après vous pouvez même les recombiner comme vous voulez. Et donc c'est cette vision des choses, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les formes données par la nature, ce qui nous est donné de voir, mais on est du côté de cette sorte d'alphabet qu'on pourrait manipuler à notre guise. Et c'est pour ça qu'il y a, à mon avis, ici un problème de vision même du monde. Ouvrons les yeux simplement. Alors je crois que Jean-Marie va devoir répondre à ça. À la place, j'abandonnerai ma dernière question. Donc Jean-Marie, qu'est-ce que vous pourriez répondre à Fabrice? Oui, alors je suis content parce qu'enfin on va avoir un vrai débat, parce que jusqu'à présent ce n'était pas vraiment un débat, on est d'accord. Mais là, Fabrice a trouvé quelque chose sur lequel on peut s'affronter. Alors c'est paradoxal que tu dises effectivement que Jérôme Lejeune finalement a enfermé en quelque sorte, aurait enfermé à travers cette vision génétique les enfants mongoliens dans l'invisible, de ce qui n'est pas visible en tout cas extérieurement, parce que quand j'ai parlé de Jérôme Lejeune 2 minutes dimanche dernier, j'ai effectivement dit exactement le contraire, en montrant, mais les deux positions peuvent s'exprimer aussi, qu'au fond, la découverte de Jérôme Lejeune avait permis de rendre visible toute une partie de la population qui ne l'était pas pour d'autres raisons, parce qu'on avait honte de ces enfants, qu'on les cachait, et que lorsque on visitait Madame de Gaulle,
visitait des hôpitaux pour enfants handicapés mentaux, eh bien, on faisait disparaître les enfants mongoliens dans les coulisses pour que la femme du général de Gaulle, le président de la République, ne voit pas ces enfants mongoliens. Ça tombait mal sur la femme du général de Gaulle, qui, comme vous le savez, avait une petite fille, Anne trisomique, donc qui en connaissait un rayon. Mais on les cachait. On les cachait parce qu'on en avait honte, et puis il y avait tout ce cortège de la honte. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant trisomique? Le péché, etc. Bon. Donc effectivement, Jérôme Lejeune leur a redonné une sorte de visibilité en les réhabilitant d'une certaine manière et en leur enlevant cette sorte de péché originel qu'ils avaient, en disant mais c'est pas de votre faute, c'est pas de la faute des parents. En plus de ça, génétiquement, ça collait bien, puisque non pas que pour les autres maladies transmissibles ce soit une faute, en tout cas pour la trisomie 21, c'est un accident qui peut arriver à chacun, à vous, à moi. Il n'y a pas de prédisposition, de signe annonciateur. Ça se transmet pas, c'est génétique, mais c'est pas génique, c'est chromosomique, c'est pas héréditaire, c'est génétique, c'est un accident. Alors effectivement, il leur a redonné une sorte de visibilité, de respectabilité sociale qui en avait besoin. On traversait la rue pour ne pas et subir la contagion de la trisomie, du mongolisme. Ah bah oui, mais qu'est-ce que ses parents ont fait? Le papa a bu, la mère est vagabonde, etc. Donc tout ça, Jérôme Lejeune a débarrassé ça, et c'était dans sa consultation aussi une aide considérable, parce qu'il pouvait dire aux familles, bah, attendez, voilà, vous avez fait un enfant trisomique, mais ben voilà, il n'y a pas de risque d'en avoir un autre, puis c'est pas de votre faute. Et puis on sera tous ensemble pour essayer de contrarier le mauvais sort, de mettre en échec les difficultés qu'il peut avoir. Et puis cette visibilité, on voit bien qu'elle tente à disparaître, parce que je reviens sur mon exemple du CSA. Maintenant, il faut les remettre en coulisses. Autrement dit, si les personnes trisomiques veulent s'exprimer, ben, c'est bien, mais pas à la télé, quoi. Hein. Donc en cachette. Si vous voulez les faire danser, par exemple, nous on a une ambassadrice de la Fondation Jérôme Lejeune qui est magnifique, qui est danseuse étoile au théâtre Mariinsky. Bon, elle a envie de faire danser les enfants trisomiques 21. Mais on va lui dire, mais pas à la télé. Ne va surtout pas à la télévision, malheureuse. C'est pas permis, ça. Dans un garage, peut-être. Si on les voit pas, c'est mieux, vous voyez. Parce que le CSA a dit qu'il fallait pas le faire. Donc ils retournent. Tant qu'ils rentreront dans leurs espaces clos, n'est-ce pas, ça ira. La Fondation, on nous dit ça aussi quelquefois. On nous dit, mais attendez, vous vous occupez des trisomiques, c'est bien. Bon. Mais quelquefois, vous dites aussi des trucs, vous parlez sur les lois de bioéthique. Non, ça, faut pas, ça. Non. Mais par contre, que vous occupiez des trisomiques, là, dans votre consultation, ça, c'est bien. Hein. Ça, puis au moins, on sent qu'ils sont pris en charge. Mais ne parlez pas du reste, vous voyez. Donc voilà, donc il a créé cette visibilité, mais il faut faire attention parce qu'il n'y a rien de plus simple que de la cacher. Je reviens sur la question du visage, évidemment, la question du visage. Bien sûr, quand on parle de mongolien, de mongoloïde, on voit un visage. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que tu as raison. Alors, tu n'as pas dit, mais bien que tu le saches, mais tu aurais pu le dire, qu'effectivement, la raison pour laquelle on les appelait mongoliens n'était évidemment pas très honorable, puisque c'était le fruit de la dégénérescence raciale de la race blanche vers la race jaune. Naturellement, c'est dans ce sens-là que ça se passait. C'était encore une fois à l'époque, après Darwin, Galton, les évolutionnistes, les eugénistes du 19e siècle. Darwin, c'est 1866. Donc pour lui, c'était un enfant mongolien, c'était le fruit d'une dégénérescence de la race blanche vers la race jaune. Quand même en 1866. Et entre 1866 et 1966, ou 1959, il n'y a jamais eu d'autres explications du mongolisme sur le plan scientifique que celle qui avait été donnée par Darwin, qui d'ailleurs n'était pas une explication. Il y avait un tableau clinique auquel on pouvait souscrire, mais après ça, l'explication scientifique était catastrophique. Parce que et c'est le jeune qui a dit, mais attendez, ce n'est pas une dégénérescence, c'est la présence de ce chromosome en plus. Alors c'est vrai que voir un visage, c'est mieux que de voir un chromosome. Et de ce point de vue-là, c'est une faute complète d'appeler les trisomiques. Et on ne dit pas les trisomiques, on ne dit pas les cancéreux, on ne dit pas les diabétiques. Bon, voilà, je présente mon petit diabétique. Voilà. Les parents ne disent pas, d'ailleurs, je présente mon petit trisomique. Ils disent, je présente Paul. Voilà. Bon, donc ça, et je crois qu'il y a un effort tout de même qui est fait, faut le dire, par les associations qui s'occupent, je pense à l'OCH, à l'Arche, etc. Et très tôt, on a dit, on ne dit pas les trisomiques, on ne dit pas les handicapés, on dit les personnes qui souffrent à la limite les personnes trisomiques ou les personnes qui souffrent d'un handicap ou qui souffrent d'une déficience intellectuelle. Mais le mot personne fait revenir le visage, puisque la persona, c'est le masque, c'est le visage.
Voilà, donc voilà, c'est comme ça que je me rétablis. Oui, bien sûr. Non, juste une précision. Je n'ai pas voulu. J'ai pas dit que le professeur Lejeune avait enfermé. Au contraire, ce que je veux montrer ce que j'aimerais qu'on voit, c'est justement une dimension christique du professeur Lejeune. Parce que vous savez, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire du Christ, c'est qu'il arrive aussi, il est parmi les siens. Et il est là pour sauver les siens et il est là pour affirmer aussi la vérité de la loi juive. Et voilà que c'est cette loi juive qui va le broyer aussi. On va s'en servir pour le broyer. Et c'est la même chose, vous voyez, un homme qui a été un homme de science, qui a développé quelque chose de la science, qui invente aussi le diagnostic prénatal pour pouvoir aider. Et voilà qu'on se sert de ça précisément pour détruire. C'est-à-dire que, vous voyez, qu'il a vu, qu'il a permis, qu'il a libéré justement l'idée de la dégénérescence ou d'une faute commise par les parents, etc. Donc il a permis cette visibilité. Mais en même temps, on va dire, ah ben ça n'est qu'un gène. Et c'est là où je veux dire, vous voyez, la sainteté est liée profondément à la croix, au martyr, et je crois que s'il y a une croix scientifique, voyez, enfin, liée à la technoscience et au monde contemporain, c'est celle-là qu'a porté le professeur Lejeune. Et c'est là, et c'est pour ça que pour moi il est emblématique. Mais il faut le dire justement pour mieux voir le lieu de l'histoire où il s'est trouvé. C'est-à-dire vraiment le moment où il a voulu défendre quelque chose, où il a développé la science de manière très positive et pour le bien de l'humanité. Et on s'est servi de cela comme on s'est servi de la loi pour dire que Jésus était un blasphémateur. Voilà. Merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle. Bonjour. Donc voilà, en fait, je suis sourd accessoirement. Et donc, je vous ai très bien entendu. Et en fait, je me posais une question. Est-ce que tous ceux qui sont dans une dimension eugéniste, bon, bref, dans l'eugénisme, est-ce que c'est ceux qui n'ont jamais été touchés par le handicap, par cette diminution de l'être, au plus profond d'eux-mêmes ou dans leur entourage? C'est une question que je me posais. Est-ce qu'il y a quand même des hommes qui pensent être eugénisme alors qu'ils ont quand même malgré tout un handicap dans leur entourage? Voilà, c'est une question que je me posais. Bon, d'abord, faudrait repréciser, il y a une différence entre la thérapie et l'augmentation. Hein. Par exemple, problème de surdité, le fait qu'on mette on se connaît, hein, donc le fait qu'on te mette des appareils, bien sûr, c'est pour que tu entendes, mais c'est pas pour faire un surhomme. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, est-ce que ce qui nous pousse à aller vers le transhumanisme ou vers l'augmentation, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas connu les preuves ou qu'on n'a pas connu des personnes qui étaient vulnérables, etc. Moi, je pense que l'épreuve, comme toujours, c'est une épreuve, c'est-à-dire qu'on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et que voilà, il y a des gens qui n'ont plus leurs jambes et qui se disent, tiens, je vais faire des jambes bioniques et je vais prendre ma revanche. Et puis il y en a d'autres qui disent, ben, je n'ai plus ces jambes. Je ne veux pas de jambes bioniques, je vais trouver autre chose, je vais manifester autre chose de l'humanité. Et même parfois, vous savez, ces phénomènes comme les aveugles deviennent de très grands musiciens, vous voyez, ces phénomènes de transfert qui sont extraordinaires, parce que l'idée de forcément, imaginez si Ray Charles, vous lui aviez donné la vue, parce que là, c'est même pas de l'augmentation, hein, c'est même de la réparation. Mais vous voyez, il voit comme tout le monde. Voilà, il n'y aurait pas eu ce transfert et il n'y aurait pas eu de Ray Charles. Moi, c'est des questions que je pose. Hein. Est-ce qu'il faut tout réparer? Voilà, je dis ça très naïvement et peut-être de manière scandaleuse, mais j'ai un étudiant l'an dernier qui est IMC, donc il a un infirme moteur cérébral, qui est sur chaise roulante, et qui disait, mais je ne veux pas devenir comme tout le monde. Et on sait très bien que lui, en étant ce qu'il est aussi, même si c'est dur, hein, et on a tous des choses dures à vivre, mais lui spécialement, dès le départ, dans cette sorte de différence radicale, mais il en a fait aussi une force qui fait que aussi beaucoup de personnes viennent à lui.
comme une référence, quoi. Et vous voyez, c'est là où il y a cette chose très mystérieuse, vous voyez, qui est liée, je pense, qu'on peut entendre dans le mystère pascal, c'est-à-dire comment voilà, la mort peut aussi ouvrir à des résurrections, comment une diminution peut amener à des choses. Mais il faut aussi être conscient de ça. Maintenant, quand on est face à l'épreuve, eh ben, on peut tomber aussi du mauvais côté. C'est pas pas des gens qui ont rien vu ou qui ont rien connu. Il y a des gens qui sont D'ailleurs, c'est très intéressant. Vous connaissez la Shoah, hein, vous avez traversé les camps de concentration, vous pouvez en sortir en ayant tout d'un coup une sorte de conscience par rapport à tout ce qui est faible, petit, etc., et vouloir le protéger. Mais vous pouvez aussi en sortir en disant plus jamais ça, plus jamais je veux plus qu'il y ait de souffrance, je veux plus qu'il y ait de... Et puis aller vers des formes qui sont des formes de nouveau totalitarisme. Je peux apporter juste un élément. Il peut y avoir même, au contraire, dans certains cas, une forme de complaisance même de ceux qui sont déjà touchés par le handicap ou la maladie. Avec l'eugénisme, j'étais très surpris de regarder, de lire dans le journal d'une grande association de parents d'enfants handicapés mentaux française, un journal qui s'appelle Vivre Ensemble. C'est l'UNAPI, pour ne pas la citer, une interview du professeur Israël Nizan, qui est un gynécologue obstétricien qui ne fait pas mystère de son eugénisme. Il dit même, oui, je l'assume, je suis eugéniste, et alors ? Et dans ce journal, donc destiné aux parents, aux familles qui vivent avec un enfant qui a un handicap, beaucoup de trisomie 21, on interroge Israël Nizan. Le journal interroge Israël Nizan sur le nouveau dépistage anténatal de la trisomie 21, et Israël Nizan décrit complaisamment ce que sera ce nouveau dépistage, avec son avantage, le fait qu'on va en dépister de plus en plus, et ce sont les commanditaires de l'article, c'est les parents concernés, quoi. Donc si j'étais tombé sur cet article-là, je me suis dit, tiens, je vais le découper, puis je vais l'envoyer à la présidente de l'UNAPI. Je trouve ça incroyable. Mais là, c'était son propre journal, donc j'avais même pas besoin de le découper pour le envoyer. Donc, vous voyez, ça peut être très, très pervers. Autre question ? Moi, j'étais très frappé quand vous avez parlé de désarmement moral. Comme si on était désarmé, on n'avait pas la capacité à réagir. Et vous avez commencé en parlant de l'évolutionnisme qui était un refus de Dieu. Donc, moi, je suis chrétien, je suis catholique, et je suis très étonné qu'il y a un grand absent dans cette conférence, c'est Dieu. Moi, j'ai la vie, j'ai été un homme désespéré pendant 30 heures, je l'aime. La vie, parce que j'ai rencontré Dieu. Je ne suis pas handicapé, je suis handicapé de la vie d'une certaine manière, d'un point de vue psychologique. Et je trouve que le grand absent de cette conférence, c'est Dieu. C'est celui qui nous aime, c'est celui qui est amour. Et je ne vois pas comment on peut affirmer... Moi, si la vie éternelle n'existe pas, si Dieu n'existe pas, pourquoi j'aurais pas envie d'un homme augmenté, franchement? S'il n'y a plus rien après, si je tombe en poussière, pourquoi? Ça ne me dérange pas. Si la vie n'a pas de sens autre que l'amour, pourquoi le refuser? Oui. D'abord, Dieu est présent, hein, dans cette salle. Hein. Je pense qu'il n'est pas absent de nos propos, puisqu'il est comme la lumière, vous voyez, qui fait voir les choses, mais qui ne se montre pas toujours elle-même. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, la grandeur et le mystère divin. Celle d'une donation qui s'efface. Mais là où vous avez raison, c'est que ça, on n'en a pas parlé. Effectivement, ultimement, pour dire que le donné naturel, on pourrait montrer, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux manières d'argumenter. Vous pouvez montrer que cette manière de construire un homme à partir de nos plans va aboutir finalement, se fait à partir de gens qui sont dans le ressentiment, et va aboutir à faire des êtres fonctionnalisés, robotisés, obsolescents. Donc vous pouvez montrer aussi que c'est une impasse. D'accord ? Vous pouvez montrer que c'est une impasse. On peut montrer, hein, que c'est une destruction. Après, vous pouvez dire, de toute façon, la vie est une impasse, donc pourquoi pas celle-ci ?
Vous voyez, mais en même temps, on peut montrer par la raison, sans recourir nécessairement, attention, parce que sinon vous ne pourrez pas dialoguer avec des personnes qui sont pas croyantes. Maintenant, vous pouvez les faire cheminer à partir de là vers la foi. Mais c'est très important d'avoir aussi un discours qui n'est pas qu'un discours qui commence par dire, ben voilà, Dieu, hein, c'est évident. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que d'une certaine façon, pour reconnaître que le donné naturel de la chair a une vérité, un ordre, il faut penser, faut revenir à une théologie de la création, ultimement. Théologie de la création et de la rédemption. C'est-à-dire que la vie, elle a une source divine et qu'elle est appelée à se déployer voilà, jusqu'à cette embouchure éternelle. Donc, là-dessus, vous avez raison. Mais une petite remarque. Vous savez que le mot transhumané est un terme qui, en fait, est inventé par Dante dans la Divine Comédie. Dans le paradis, dans le chant du paradis, vous avez le verbe transhumanar. Hein, et il dit transhumané par des mots. Donc le fait d'aller au paradis, hein, c'est ça, hein, cela ne peut pas se dire. Et il faut reconnaître que l'homme est trans, quel qu'il soit. Pourquoi ? Parce que d'une part, il est dans cette vie et il va vers une vie éternelle. Hein, donc, vous voyez, il passe du temps à l'éternité, donc il y a un transitus, hein, c'est évident. Ensuite, l'homme est aussi le seul, on pourrait dire, animal qui est capable, qui a non seulement sa forme propre, mais qui s'intéresse à toutes les autres formes. Donc, il est aussi une sorte de contenance, vous voyez, qui peut s'intéresser à tout. Vous êtes humain, mais vous pouvez vous intéresser, vous pouvez vous dire, tiens, comment ça fait d'être un grizzly, quoi. C'est propre à l'homme, hein, de pouvoir se décentrer et d'adopter le point de vue de l'autre. C'est là aussi où dans l'intelligence, il y a une dimension trans. C'est jamais l'oublier. Hein, et donc, en fait, cette phrase de Pascal très connue, hein, l'homme passe infiniment l'homme, dit très bien qu'il y a cette dimension trans. Mais une des grandes questions qui se posent, c'est la question du spiritualisme ou de la grâce, c'est est-ce que la divinisation de l'homme est sa déshumanisation? Est-ce que quand je passe à Dieu, je deviens moins humain? Et c'est là où, en plus, non seulement il y a la question de Dieu, mais le grand absent de votre discours, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Vous voyez, c'est la réponse du berger à la bergère. Mais c'est-à-dire que il ne faut pas simplement dire Dieu. Il faut dire un Dieu qui nous apprend que la divinisation n'est pas la destruction ou l'amoindrissement ou la transformation, la modification de notre humanité, mais nous confirme dans notre humanité, nous confirme dans notre chair, nous rend encore plus humains. Vous voyez ? Et c'est là où ça va encore plus loin même, c'est-à-dire accepter cette dimension trans, mais remarquer que la grâce ne détruit pas la nature. Et que la grâce, au contraire, vient guérir la nature et même la confirmer dans sa naturalité même, dans sa naturalité humaine. Voilà. C'est avec une infinie tristesse que je vais signifier la fin des débats, parce que nous arrivons, il est 10h du soir. Je crois que Fabrice a 3 heures de route pour rentrer chez lui et court demain matin très tôt. Je vous remercie infiniment de votre présence.